Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Enquête d'intérêt général, l'émission politique mensuelle, enregistrée dans les conditions du direct, sur Radio M, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités pour débattre avec nous des sujets d'actualité ou des thèmes qui nous paraissent essentiels. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les foyers de travailleurs immigrés et les luttes qui ont construit leur histoire. Nous avons publié déjà plusieurs articles sur la lutte des travailleurs sans papier et contre les mensonges proférés contre nos camarades issus de l'immigration, qui sont disponibles sur le site Respublica. Rappelons aussi que nous avons consacré, il y a à peu près un an, une émission à la lutte des travailleurs sans papier de Chronopost, et d'ailleurs, émission toujours disponible en podcast. Aujourd'hui, nos invités sont Michael et Jean-Louis, qui ont le mérite de se plier à un exercice avec nous. Bonjour à vous et merci d'être présents là ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques mots pour vous présenter votre histoire par rapport au foyer de travailleurs immigrés. Michael, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour. J'ai commencé dans les foyers de travail immigrés dans les années 78, comme ça, 78, 79. J'étais étudiant en cinéma à Paris 8, Vincennes à l'époque, et j'étais proche je m'intéressais à l'extrême gauche française, donc trotskiste, maoïste, de toutes sortes. Mais ce qui m'intéressait, comme je venais du Canada étant un pays d'immigration, ça m'intéressait le rapport un peu particulier que je ressentais, que je constatais entre la France et ses populations immigrées, ses ouvriers immigrés. Et donc, du coup, je me suis intéressé aux gens qui faisaient du porte-à-porte dans les foyers, discussions avec les délégués dans les foyers, etc., quoi. D'accord. Jean-Louis, peut-être, toi aussi, si tu peux bien te présenter. Bonjour, donc moi je suis syndicaliste à Solidaire Val-de-Marne. Et c'est un peu comme Michael, on est un peu de la même génération. Donc les premières luttes de travailleurs immigrés, avec ou sans papier d'ailleurs, et les luttes sur les foyers, moi je les ai connues aussi à la fin des années 70. Et en particulier, alors après, peut-être on y reviendra dans l'émission, mais en particulier autour de la grande lutte des foyers Sonacotra, mais c'était pas que les foyers Sonacotra d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi d'autres sociétés qui étaient en cause, mais qui a été un mouvement social extrêmement marquant, et dans lequel, donc moi j'étais déjà syndicaliste à l'époque, et donc un certain nombre de syndicalistes de base, entre guillemets, c'est-à-dire de sections syndicales de base de la CGT en particulier, et de la CFDT à l'époque, participer au soutien de ces luttes. Très bien. Alors, on va un petit peu présenter le déroulé de l'émission. Donc, dans un premier temps, on va revenir justement sur tout ce qui est l'histoire de ces foyers et des luttes, entre autres. À l'époque, on disait les foyers Sonacotra, mais c'est vrai qu'il y en avait d'autres. Dans un deuxième temps, on abordera la question de ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers. Pourquoi les reconstructions, les rénovations qui semblent nécessaires des foyers posent autant de problèmes? Quel est peut-être le sort des travailleurs immigrés retraités? Et puis, on essaiera de conclure, si on peut, en tous les cas, sur quels sont les axes de mobilisation, quelles sont les revendications, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'existant. Dans notre émission, on a une petite tradition, donc c'est une chronique. Donc là, c'est moi qui vais bosser. Après, ça va être vous, rassurez-vous. Donc, je vais reprendre 2 ou 3 choses que j'avais déjà dites concernant l'immigration, parce que, il y a tellement de mensonges. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons donc parler des foyers où sont hébergés les travailleurs immigrés. Mais avant cela, rappelons quelques données. Ces données sont des éléments objectifs que nous avons trouvés dans l'émission de télévision Cache Investigation de novembre 2024, dont le titre est « À qui profite l'immigration ?». Émission toujours disponible en replay sur France Télévisions. Nous avons aussi complété avec plusieurs articles parus dans le mensuel Alternative économique. La question de l'immigration est souvent présentée comme un problème, je mets des guillemets évidemment. Elle fait souvent la une des médias et du discours politique dominant. Pourtant, elle n'est ni un problème, ni la préoccupation première des Français. Elle arrive loin derrière les problèmes de santé, de salaire, de pouvoir d'achat, de logement, de transport ou de réchauffement climatique. Essayons de répondre à quelques contre-vérités. Les immigrés voleraient l'emploi des Français. Il y avait en 2024 551 000 emplois vacants, alors que pratiquement tous les travailleurs immigrés avec ou sans papier travaillent d'ores et déjà. Cela ne colle donc pas à la réalité. Si ces emplois restent vacants, c'est plutôt du côté des salaires, des conditions de travail, du management qu'il faut chercher les responsables.
En clair, du côté du patronat et des propriétaires des moyens de production. Ceux-là même qui financent les Darmanin, Retailleau, Le Pen, Zemmour et compagnie. Les immigrés feraient baisser les salaires des autres travailleurs. Là encore, les études économiques montrent que la régularisation massive dans un secteur donné, par exemple dans le bâtiment, fait monter tous les salaires à tous les échelons du secteur professionnel. La régularisation des travailleurs sans papier leur permet de mieux négocier leur force de travail et cela profite à l'ensemble des salariés du secteur. Le grand remplacement est aussi une autre fadaise. Rappelons que la France a toujours été une terre d'immigration. Un tiers des Français ont des ascendances étrangères. En 2021, les travailleurs étrangers représentaient 7,66% des actifs et les extra-communautaires seulement 5,24%. C'est beaucoup moins que dans tous les autres pays de l'OCDE dont la moyenne tourne à 15%. Les expulsions massives comme celles engagées actuellement par Trump ont déjà été tentées dans le passé. Dans les années 30, il y a eu un rapatriement forcé de nombreux Mexicains. Cela n'a pas revalorisé les salaires des travailleurs états-uniens. En revanche, cela a contribué à déstructurer l'économie des USA. Même conséquence en France dans les années 1930 avec le rapatriement forcé des mineurs polonais. L'immigration est une chance et un facteur de croissance économique. Donc le gâteau, pour reprendre l'expression souvent employée, augmente et les parts ne diminuent pas. On nous rebat les oreilles du fameux appel d'air que les régularisations provoqueraient. Quelques exemples récents. 1986, régularisation massive aux USA. Idem en 2005 en Espagne, pas d'appel d'air. En Allemagne, 1 million de réfugiés syriens en 2015, 1 million de réfugiés irakiens en 2016. Pas d'appel d'air, mais une intégration relativement réussie. En effet, l'Allemagne a mis 23 milliards d'euros en 2023 dans cette politique. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que les travailleurs immigrés avec ou sans papier sont massivement présents dans le BTP, 35% en Île-de-France, dans l'hôtellerie-restauration, dans les services à la personne, petite enfance, aide aux personnes âgées, etc. 34% en Île-de-France. Dans l'industrie, dans beaucoup d'autres secteurs. Ces secteurs manquent de personnel. Dans les services à la personne, où il y a déjà 25% de travailleurs étrangers, il manque 150 000 personnes. Le refus de régulariser empêche certaines travailleuses et travailleurs d'accéder à un travail vacant dans ces secteurs comme dans d'autres. Avec le pic du baby-boom, entre 2028 et 2040, il va falloir trouver entre 800 000 et 1 million de nouveaux salariés. Les travailleurs étrangers sont très nombreux à travailler dans les plateformes de logistique comme DPD et Chronopost, on en a déjà parlé dans notre précédente émission. Et rappelons ce que nous avions déjà dit à l'époque, que pendant le confinement lié au Covid, ces plateformes tournaient à plein régime pour que nous recevions nos colis. Et là, comme par magie, la présence massive de travailleurs immigrés ne gênait personne, même les politiciens xénophobes et démagogues. Aujourd'hui, ce sont les conditions de logement de ces travailleurs que nous abordons. Mais avant de donner la parole à nos invités, je voudrais dédier cette émission à El Hassan Diarra, mort entre les mains de la police du 20e arrondissement dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026. El Hassan Diarra était un jeune homme mauritanien hébergé par son cousin dans un foyer, 16 rue Fernand Léger, dans Paris 20e. Lui, comme d'autres, n'ont pas eu le droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale. Bien, on va reprendre donc, si tu le veux bien, Michael, je me tourne d'abord vers toi, sur un peu l'histoire des foyers, pourquoi ces foyers en France, et un peu toute l'histoire. La parole est à toi. OK, rapidement, ce qui s'est passé quand la France est sortie de la guerre, c'est que il y avait une grosse pénurie de logements de toute façon, parce qu'une partie du parc avait été détruite. Une grande partie était insalubre ou vieillie. Et en même temps, la France fait appel dans ses colonies, dans cette zone d'influence, on peut appeler, notamment l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, fait appel à des gens pour venir travailler dans leurs usines parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, il y avait une croissance économique soutenue et on avait besoin de bras. Donc les gens arrivent. On maîtrise la question de l'emploi, on maîtrise plus ou moins la question de la santé, parce que tout le monde doit passer un examen avant d'être régularisé ou avant d'avoir sa carte, tout le monde doit passer un examen de santé, mais par contre, le logement est complètement laissé de côté. Il n'y a pas de politique d'accueil en ce qui concerne le logement des étrangers. Le résultat, c'est que la réponse trouvée, c'est toujours de l'informel. Alors l'informel, c'est ou bien des taudis, dans les banlieues un peu dégradées comme Gennevilliers à l'époque ou même Nanterre. On se tasse dans des sous-sols ou on se tasse dans des endroits avec des espèces de dortoirs à lits multiples dans des conditions dramatiques, ou bien des bidonvilles.
Les bidonvilles sont étendus autour de Paris, que ce soit dans l'Est parisien, à Champigny, ou bien même à Nanterre aussi, il y avait une grosse bidonville, etc. En même temps, il y avait la guerre d'Algérie. On parle de la fin de la deuxième moitié des années 50. Il y avait la guerre d'Algérie et il y avait la volonté de l'État de contrôler ce qui se passait avec toute cette immigration, dont une grande partie était algérienne. Et donc, une des solutions trouvées, c'était de mettre en place un système de foyer-hôtel. Bon, ça s'appelait foyer-hôtel à l'époque. C'est-à-dire, on payait à la journée, grosso modo. On pouvait être expulsé extrêmement rapidement. On n'avait pas plus de droits que n'importe quel autre résident dans un hôtel. Et une société nationale a été créée. Ça s'appelait Société nationale pour la construction pour travailleurs algériens. Au début, Sonacotral, ensuite ils ont laissé tomber l'algérien, ça a devenu des travailleurs tout simplement, Sonacotra. Et cette Sonacotra, qui était une société d'État, s'est lancée dans une opération de construction de dortoirs. Alors, ces dortoirs, classiquement, vous avez un des premiers à Argenteuil qui est toujours en fonction, curieusement situé sur la rue Karl Marx, en sortant du RER Argenteuil, et qui est un alignement, un gros alignement. C'est pas encore un tour, c'est une espèce de bloc de 6 ou 7 étages de haut, avec un long alignement de portes, donnant sur des chambres de grosso modo 7 mètres carrés, des chambrettes, avec cuisine collective, WC collective, douche collective, tout était en dehors de la chambre. La seule chose que vous aviez dans la chambre, c'était un lit, un placard, une espèce de petite partition avec la porte, avec un lavabo à côté de la porte, et voilà, c'était tout pour le confort personnel et individuel. Donc, ils ont construit ces choses-là massivement. Après, ça a pris la forme tour. Nous avons à Montreuil ici le foyer Lanoux, qui est à côté du quartier le Clos français, le quartier Lanoux. Et puis à Saint-Denis, le foyer David Siqueiros, qui est situé pas très loin de maintenant le métro Saint-Denis Université. Bon, il y avait plusieurs de ces tours, la rue Colbert aussi à Colombes, dans le Petit Colombes, etc. Enfin, bref. Donc, tous ces endroits étaient construits pour donner un logement peu cher, considéré peu cher à l'époque, mais un logement qui était privé de tout droit, qui n'avait strictement aucun rapport avec le droit de locataire. Les personnes n'étaient pas du tout considérées comme des locataires, ils étaient considérés comme des résidents d'hôtel. Et Sonacotra, pour faire sa pub, pour faire appel à du personnel pour gérer ces endroits-là, faisait sa pub dans des journaux des anciens militaires, des militaires qui avaient été en Algérie ou au Vietnam, etc. Donc, l'intention, de manière explicite, c'était à la fois participer à l'élimination des bidonvilles et la résorption des taudis, et aussi d'exercer un contrôle serré sur cette population qui était emmagasinée dans ces tours. Voilà, et ça a continué. Bon, il y a eu quand même quand on arrive à la fin de cette période de construction, qui est au milieu des années 70, on a à peu près 700 structures à travers la France, dont au moins un tiers est concentré en Île-de-France, bon, les autres, ou bien dans les zones minières et sidérurgiques du nord et de l'est, ou bien dans les grandes métropoles, Lyon, Marseille, etc. Et on a à peu près 100 000 hommes, parce que c'est des logements destinés uniquement à des hommes et uniquement à des travailleurs qui sont parqués là-dedans. Il y a, mis à part cette histoire de l'absence totale de liberté, l'absence de droit de visite, l'absence de droit de réunion, bon, il y avait aussi la pression des augmentations, parce que Sonacotra à l'époque, on était après 73, donc le choc pétrolier, il y avait de l'inflation, Sonacotra avait la pratique d'augmenter les loyers 2 fois par an. Donc ça a vite provoqué un ras-le-bol chez les résidents, et il y a eu les premières discussions
un peu en symbiose avec les groupes d'extrême gauche dont j'étais proche, là, qui intervenaient dans les foyers, qui discutaient avec les gens, avec les camarades, comme on disait, pour essayer de voir comment on pouvait s'organiser, comment on pouvait résister. Et il y a eu les premières grèves de loyer. Les premières grèves de loyer sont pas... Tu les situes quand, les premières grèves de loyer? 74. 74. Alors, les premières grèves de loyer, c'était au foyer de Grésillon à Gennevilliers et au foyer Romain Roland à Saint-Denis. Et bon, à partir de là, ça s'est répandu. Il y a eu dans l'année 75 une sorte de multiplication des nombres de foyers qui a décidé de rejoindre une grève. Les gens se sont donné une structure de direction de cette lutte qui s'appelait le comité de coordination des foyers Sonacotra au début, mais après, comme vous avez dit, il y avait d'autres foyers, d'autres associations qui se sont ralliées à ce processus, et donc ça a fini par rassembler. Bon, on parlait de 200 foyers à travers la France, qui était quand même un bon, on peut dire, tiers des structures qui étaient engagées dans cette grève. Il y a eu un moment de répression assez forte, parce que en 76, Giscard était président, Lionel Stoléru était ministre de l'immigration. Ils ont décidé tous les deux d'essayer de donner un bon coup pour vider l'abcès, et ils ont fait expulser 16 délégués qui étaient principalement algériens. Ils les ont fait révoquer leur carte de séjour. Ils les ont fait expédier. Mais il y avait un mouvement très fort pour les ramener. Il y a eu une contestation juridique qui a fait qu'en fin de compte, avec les différentes hiérarchies de la justice, le gouvernement a été dit que son expulsion était illégale. Et ils sont revenus à ce moment-là. Peut-être Jean-Louis, si tu veux rajouter quelque chose, parce qu'on va laisser Michael respirer un petit peu. Non, mais effectivement, bon, cette lutte-là des foyers Sonacotra, ça a été un marqueur social quand même extrêmement important dans cette période-là. Voilà. Donc, fin des années 70, début des années 80, parce que ça va quand même jusqu'au début des années 80. Voilà, ça s'arrête pas comme ça, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois, alors, moi, d'un point de vue, là, je vais le voir d'un point de vue syndicaliste. Bon. C'était extrêmement important qu'on se lie à ces luttes, évidemment. Moi, j'étais postier. On était dans d'autres foyers, d'ailleurs, les jeunes postiers, quand on arrivait à Paris. On débarquait tous dans nos provinces à l'époque. Oui, il y avait des foyers réservés pour les... Tout à fait. Il y avait où les conditions d'accueil... Et les conditions d'accueil, alors on va pas comparer, hein, c'était pas, voilà. Mais quand même, les conditions de contrôle social et de discipline étaient quasiment les mêmes. Voilà, il faut le dire aussi. Ce qui nous incitait aussi, on était tout jeunes, et ça nous parlait, quoi, les choses. Hein. Bon, alors au-delà de ça, nous on en a fait dans nos réseaux syndicaux. Bon, moi j'étais syndicat à la CGT à l'époque, mais c'était très unitaire. La CFDT, c'était des jeunes générations d'après 68. C'était extrêmement important qu'on se lie, parce que c'était pas simplement un problème pour nous de humanitaire, au sens on est solidaire comme ça parce qu'il y a des gens qui souffrent. C'était pas que ça, c'était ça aussi, mais c'est pas que ça. C'est parce que c'était une partie de notre classe, nous on le concevait comme ça. C'était une partie de notre classe qui travaillait, puisque c'était exclusivement des travailleurs, et qui était peu organisé par le syndicalisme. Donc ça, c'était aussi un point important. Et où il y avait quand même, à part donc les courants ou groupes d'extrême gauche dont tu parlais tout à l'heure, mais d'un point de vue large dans le syndicalisme structuré et dans ce qui pouvait exister d'organiser, il y avait quand même peu de soutien. Il y avait peu de soutien et on en parlait peu. Donc nous, on s'est avec pas mal de sections syndicales de base encore, comme je disais, on s'est emparé de ces combats et on a participé aux comités de soutien qui se sont créés un peu partout. Donc on a participé à pas mal de manifestations. Moi je me souviens qu'on est allé à Chelles, on est allé dans le 95, on est allé dans plein d'endroits. Moi je travaillais au centre de tri postal de Créteil. Hein. On avait un foyer ADEF juste en face, qui existe toujours d'ailleurs, hein,
c'est le foyer Marc Seguin. Enfin, le centre de tri n'existe plus. Il a été détruit par la Poste, mais par contre, le foyer existe toujours. Il a été aussi transformé plus ou moins en une sorte de résidence sociale, mais bon, avec toujours les mêmes problèmes à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça qui, pour nous, c'était vraiment extrêmement important de se lier à ce mouvement-là, parce que c'était un mouvement qui était à la pointe aussi. On parlait de la période giscardienne et puis de ce que ça représentait. C'était la période de Barre aussi. C'était pas rien. Bon, ça peut-être on a oublié des choses, mais socialement, c'était quand même une période où il y avait des offensives contre le monde du travail qui étaient extrêmement fortes, très très fortes. Le plan Barre. Voilà, par exemple. 1, 2 et 3, je crois. Voilà. Donc nous, on menait à la fois des luttes contre la précarité qui nous étaient appliquées, y compris dans le secteur public, à l'époque, avec les vacataires bars, etc. Et c'était tout naturel qu'on se lie avec les mouvements de l'immigration pour la libération ou l'amélioration de la situation d'une partie de nos camarades de classe. Et les camarades de classe, ils avaient... là, ils traduisaient leur mouvement de protestation et l'appel à l'égalité à travers la question du logement. C'était essentiel pour nous. Est-ce que ce mouvement, Michael, sur quoi il a débouché? Est-ce qu'il a obtenu en dehors effectivement d'un impact très important auprès de la jeunesse, mais est-ce qu'il y a eu des résultats concrets ou ça a été une répression sans fin? Oui, il y a eu une période de répression qui part en 78 et qui va jusqu'à 80, qui est que, grosso modo, de Sonacotra, au bout d'un moment, commence à traîner les gens devant le tribunal pour expulsion, pour non-paiement de redevance. Et les tribunaux suivent à l'unanimité, on peut dire. Je connais pas d'exemple, mais peut-être il y en a, mais 1 ou 2 juges qui ont été en dissidence pour X, Y ou Z raison. Mais sinon, massivement, les expulsions ont été prononcées. Et après, Sonacotra a commencé à mener des campagnes d'expulsion, qui aboutit en 79 à l'expulsion d'un foyer complet, parce que le foyer de Garges-les-Gonesse a été vidé totalement de l'ensemble de ses 250 habitants. 150. Donc 150 expulsions. Oui. 250, oui. Il y avait eu plus de 200 personnes qui étaient expulsées ce jour-là. Et les gens, ils se sont pas dispersés. C'était au mois de mai, au début juin, et ils ont campé pendant à peu près 5 mois devant le foyer, pour demander leur réintégration et pour maintenir la lutte. Et après, Sonacotra, le problème pour la Sonacotra en tant que société, c'est que la première revendication des résidents, c'était reconnaissance du comité de coordination et discussion avec le comité de coordination. Et Sonacotra a refusé ça totalement. Parce que ça voulait dire mettre en place une sorte d'interlocuteur politique fédérant, qui aurait une sorte de droit de regard sur l'ensemble de sa politique, sur l'ensemble de ses foyers. Et il n'en était pas question. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, un peu en jouant sur cette menace des expulsions, jouant sur la peur, jouant sur la volonté des résidents d'en sortir d'une situation dont il n'y avait pas vraiment d'issue évident, à part la négociation, ils ont commencé une série de négociations foyer par foyer. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont négocié foyer par foyer avec le comité de résidents ou les gens qui se présentaient comme comité de résidents dans chaque foyer. Et un certain nombre de choses ont été acquis, notamment le droit de visite, notamment une espèce de volonté de maintenir une sorte de dialogue entre la direction et les comités de résidents, les résidents qui étaient élus comme délégués. Mais aussi, ils ont changé. Ça, ce n'était pas négocié en tant que tel, mais c'est quand même un des effets de la grève, c'est qu'ils ont changé leur politique de recrutement. C'est au lieu de recruter dans les anciens militaires et au lieu de accentuer toute la politique de leur personnel sur la question de la répression et le contrôle, ils ont commencé à recruter des éducateurs, ils ont commencé à rééduquer des animateurs sociaux, des gens qui ont des fibres plus assistance sociale d'un certain côté. Un peu moins de colonialistes, en fait.
Plus ou moins. Colonialiste d'une autre manière, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas moins brutal, certainement moins brutal et moins. Je disais moins ça militaire. parce que je trouvais que quand tu présentes le premier recrutement des anciens militaires qui ont fait leur carrière dans des anciennes colonies françaises, quand même, c'était pas neutre. Oh non, absolument pas. Non, mais c'était volontaire. Parce que de toute façon, la Sonacotra, c'était une société d'économie mixte et le ministère de l'Intérieur est présent sur le conseil d'administration. Donc, ça a été toujours, d'ailleurs, c'était une des grandes bagarres qu'on a menées après, c'est que la question des foyers ne soit pas considérée comme du domaine du ministère de l'Intérieur, que ça soit considéré comme domaine du ministère du Logement, point. Oui. Comme aujourd'hui sur la lutte des sans-papiers, c'est le ministère de l'Intérieur qui a repris la main, au lieu que ce soit le ministère du Travail. Bon, c'était pas forcément, Jean-Louis en parlerait mieux que moi, mais c'était pas forcément la panacée non plus, mais c'est assez symptomatique. C'était quand même plus logique. C'était plus logique. Oui, voilà. Du point de vue que ce soit le ministère répartition du Travail des pouvoirs, oui. qui s'occupe du travail. Ceci dit, ça en dit long si c'est le ministère de l'Intérieur qui gère. Oui. Le logement, le travail, c'est quand même un État. Oui, c'était dans la conception de l'époque, le logement était considéré comme une sorte de moyen de contrôle, quoi. Donc il y a un refus de reconnaître l'auto-organisation, moi ce que j'entends de ce que tu dis. Oui. Mais en même temps, il y a des avancées, au moins que foyer par foyer. Voilà, foyer par foyer, il y a eu une avancée dans la pratique, on peut dire, de consultation ou de concertation qui pourrait se dire démocratique. Il y avait, ils étaient d'accord pour freiner un peu les augmentations de loyer. Bon, ils sont pas revenus sur les augmentations de loyer. Et il y avait quand même un refus sur un mot d'ordre qui était central d'un certain côté au niveau juridique et sur lequel on est toujours en train de se battre aujourd'hui, 50 ans plus tard, qui est le droit de locataire des résidents des foyers. Oui, on va y revenir parce que je pense que la question, elle reste d'actualité puisqu'aujourd'hui, donc, les travailleurs immigrés qui habitent ces loyers ne sont pas des locataires. Ça, on va en reparler. Oui, on va pouvoir en parler. Et sont des résidents et ça pose, c'est pas qu'un problème de mots, c'est un problème de droit. Et tout à fait, de conception des droits. Donc, vous voulez que je continue l'histoire? On va peut-être faire une petite pause musicale. Oui, parce que le temps passe vite. Ok. On peut faire la pause musicale. Pardon, Franck, c'est de ma faute. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour. J'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, emportant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux.
Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. 1000 fois j'ai fait ce rêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. Oui, donc nous reprenons notre émission sur les foyers de travailleurs immigrés. Eh ben, Michael, avant de te parler du présent immédiat, peut-être tu voulais faire une liaison entre ces deux périodes, la période de la lutte que tu décrivais tout à l'heure et le présent auquel Oui, je voulais juste dire deux choses, c'est-à-dire que 81, c'est l'élection de Mitterrand. Alors Mitterrand, c'est pas forcément une révolution démocratique de la société française, mais c'est quand même une petite avancée sur un point qui était important pour les résidents des foyers, c'était le droit des étrangers de fonder et d'être officiers dans des associations en 1901. Et ce droit des étrangers à pouvoir fonder des associations a immédiatement été suivi par la fondation d'une flopée d'associations, tous plus ou moins orientés vers la notion d'investissement collectif dans les villages d'origine des migrants. Donc, et comme base arrière de ces associations-là, il y avait essentiellement les salles collectives qui étaient dans les foyers de travail immigrés. Parce que c'est là où les gens se réunissaient, c'est là où les gens avaient leur famille, c'est là où les gens se cotisaient, etc., etc. Donc, je voulais juste souligner ça parce que c'est quand même un facteur important, y compris dans les luttes aujourd'hui, pour un peu garder ces espaces collectifs et de souligner un peu l'enjeu culturel, social, politique, psychologique, tout ce que tu veux, qui est signifié par la présence de ces espaces collectifs. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire des foyers en tant que tel, alors 75-76, c'est la fin de la construction. Donc ça correspond à la fin de l'immigration, parce que comme tout le monde le sait, l'immigration économique s'est arrêtée en France en 1973-14. Monsieur Giscard d'Estaing lui-même l'a arrêté. On est très content qu'il l'a arrêté, parce qu'il n'y a plus aucun immigré qui est arrivé en France depuis cette date-là. Enfin, dans la fantasmologie des technocrates décideurs qui nous gouvernent. Mais en tout cas, voilà, les foyers, ils ont arrêté de construire. Et ils ont été pendant 30 ans, 20 ans, laissés dans un abandon relativement absolu. C'est-à-dire que, grosso modo, à part le fonds d'action sociale qui existait à l'époque et qui mettait un peu d'argent dans l'entretien et la subvention des gestionnaires des foyers, il y avait plus aucun intérêt de l'État là-dedans. Et donc ils ont été livrés, ils se sont dégradés quand même considérablement. Oui, le problème c'est que ils ont continué à exister, les gestionnaires ont continué à exister, la vie a continué à fonctionner, mais simplement il n'y a plus aucun investissement. Tout l'argent qui était censé être mis de côté pour les travaux de fond, les grosses œuvres n'ont jamais été dépensés pour les grosses œuvres, pour les travaux de fond. Donc tu commences à avoir des problèmes d'usure, des problèmes d'étanchéité, des problèmes structurels au fur et à mesure que le temps passe et de toute façon c'était des bâtiments de logement social bon marché, donc c'était pas vraiment construit pour durer. Si je peux me permettre, il y a juste eu, alors c'est pas exactement la même situation, mais dans les foyers Adomac qui sont censés accueillir des réfugiés, dans l'émission de Cache Investigation, il y avait un reportage absolument terrifiant de l'état de certains, alors c'était en province, de certains foyers où l'eau était partout, les toilettes ne fonctionnaient pas, les douches on n'en parle pas, enfin c'était des conditions complètement épouvantables
Est-ce qu'on en est là aujourd'hui, par exemple, dans les foyers d'Île-de-France? Dans certains, oui. Nous, on essaie de soutenir un comité de résidents au foyer 4 rue des Sorbiers à Nanterre en ce moment. C'est 2 tours de 16 étages. 2 tours de 16 étages. Bon, une des tours a été fermée à la fin de l'année dernière. Mais jusqu'à l'année dernière, il y avait 520 lits sur les deux tours. Et sur les 16 étages, il y avait 4 ascenseurs dont ils étaient dont la plupart étaient régulièrement en panne. Donc, on avait souvent des bâtiments avec les 2 ascenseurs en panne et des gens souvent âgés, souvent handicapés, qui avaient 12, 13 étages à monter pour rentrer chez eux. Et c'est des conditions parce qu'une des tours reste ouverte et toujours à peu près dans les mêmes conditions. C'est des conditions qui sont absolument de l'ordre du logement indigne. Bon, alors après, il faut qu'on arrive à monter un dossier pour faire traiter ça par un tribunal. Mais oui, non, des conditions extrêmement dramatiques comme ça existent, oui. Alors justement, ça va faire la transition. De l'extérieur, on pourrait dire, finalement, la rénovation des foyers, leur reconstruction, ça pourrait être une bonne chose. Or, on perçoit ici et là des luttes dans ces foyers contre peut-être les conséquences ou les visions des rénovations et des reconstructions. Tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi? Jean-Louis parlait tout à l'heure du foyer Marc Seguin à Créteil, qui est un bel exemple d'un foyer rénové. C'est un bâtiment blanc, avec des volets de toutes les couleurs possibles et imaginables. C'est extrêmement coloré, extrêmement vif. Clinquant de l'extérieur. Voilà, très beau, en fait. De l'extérieur, ça a l'air très beau comme ça. Et à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que effectivement, toutes les salles collectives ont été éliminées, sauf une. Il y a une salle collective qui existe, continue d'exister dans le foyer. Mais après, le problème, c'est que c'est une sorte de truc à double tranchant, quoi. D'un côté, tout a été autonomisé, individualisé. C'est-à-dire la conception en France, majeure, dominante, c'est que chacun vit dans un espace autonome où chacun a sa kitchenette, chacun a sa douche, chacun a son WC, chacun a son espace de vie. Bon. Ça c'est une chose qu'on peut discuter, mais en tout cas, c'est le modèle imposé. D'un autre côté, les résidents ne sont absolument consultés sur rien. Le grand défaut de tout ce problème tout ce projet de rénovation qui a commencé en 96, c'est à la même époque que le COPAF a commencé, le projet de transformer l'ensemble du parc des foyers en résidence composé de studios autonomes avec peut-être une salle collective pour permettre à des petites réunions de temps en temps. C'était un projet qui, depuis le début, a été conçu, exécuté et mis en œuvre et géré sans la moindre consultation ou sans la moindre discussion avec les gens qui étaient destinés à occuper ces lieux. C'est une absence totale de démocratie. Jean-Louis, je crois que tu voulais rajouter... Alors, disons que le contrôle qui existait, on parlait de l'époque où il y avait des anciens militaires, etc. Bon, la transition se fait aujourd'hui avec une situation, alors c'est plus les anciens militaires, c'est une administration, c'est ce qu'on veut. Mais les conditions qui sont imposées à la population des foyers, ça reste toujours quand même le même esprit. C'est-à-dire l'esprit, c'est quand même le contrôle derrière. Et alors, on vend une vitrine, effectivement. Chacun a son petit espace, son WC, son truc, etc. Bon. Mais il y a une déshumanisation extrêmement forte à l'intérieur. Et d'autre part, il y a une coupure, une tentative de couper les liens sociaux, c'est-à-dire les solidarités. Et ça, c'est un axe essentiel, parce que les foyers, historiquement, ça a quand même été, alors c'est pas que ça, hein, mais c'est des lieux de solidarité, alors de solidarité familiale, de relationnelle, économique. Ça peut être festif, ça peut être aussi du loisir pour souffler, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, culturel. Donc c'est ça qui gêne au fond. Et dans les résidences sociales, c'est ça qui est éliminé.
d'une part, alors déjà, il y avait déjà des pressions auparavant, pour avoir les clés, des salles collectives, des tas de trucs, bon, bref. Mais c'est ça qui est visé là. Alors c'est un contrôle d'une autre façon. C'est l'hébergement aussi des membres de la famille. Le coup de main qu'on peut donner par exemple aux sans-papiers. Bon, là, ça devient extrêmement dur, extrêmement difficile. Chaque fois qu'il y a le passage de foyer classique, disons, à l'ancienne, à la nouvelle résidence sociale, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Il y a, par exemple, une des bagarres aujourd'hui, c'est savoir si on a droit à des clés supplémentaires. Alors Michael pourra le dire plus facilement, mais c'est non, parce que faut pas que d'autres puissent avoir accès. Oui. Bon, voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont quand même qu'il faut mettre en avant, quoi. En fait, c'est empêcher des formes de vie collective et de solidarité à travers la rénovation, si je comprends. Juste un petit... on parlait de Créteil, par exemple. Bon, il y a ce qui se passe à l'intérieur de la résidence, c'est-à-dire la transformation avec les conditions que Michael a décrites. Bon, voilà. Il y a aussi à l'extérieur. Alors, parce que c'est un tout. C'est le problème vraiment de la vie collective, quoi. Devant les foyers, il y a... alors après, c'est toléré, pas toléré, etc. Mais bon, il y a toujours une petite vie collective aussi. Bon. Là, il n'y a plus rien, il faut qu'on voit plus rien. À Créteil, là, ils ont construit en face, là où il y avait le centre de tri postal, ils ont fait, je sais plus combien de centaines et centaines de logements. Bon, voilà, c'est une opération immobilière. Mais il faut plus qu'on voit que c'est un foyer immigré en face. Donc, il faut plus qu'on voit des immigrés. Donc, interdiction de se mettre sur les pelouses, interdiction d'avoir des chaises l'été quand il fait, ou au printemps quand il fait un peu beau, etc. Donc, il n'y a plus d'étal non plus. Plus d'étal, plus rien du tout. Voilà. Et là, la pression a été immédiate. Donc on invisibilise quand même. Voilà. Voilà, peut-être justement, tiens, alors tu as parlé du COPAF, Michael, donc je vais en profiter, parce que c'est quoi le COPAF ? Alors, le COPAF, c'est le collectif pour l'avenir des foyers. C'était un petit regroupement de militants tiers-mondistes, antiracistes. Et bon, en tout cas, le point commun entre les gens qui ont fondé le COPAF, c'est qu'on connaissait ce qui se passait dans les foyers, où on avait milité déjà depuis plusieurs années, et on avait parfois des amitiés avec des résidents ou des délégués. Et on a été scandalisé par un rapport parlementaire qui a été écrit par un monsieur certainement très respectable, représentant digne élu des pavillonnaires propriétaires des Yvelines, qui s'appelait Henri Huc, et que Alain Juppé avait demandé Alain Juppé a demandé de faire un rapport sur la situation dans les foyers de travail immigrés. Bon, c'était la période 93-95, quand Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, et déjà l'immigration, c'était une espèce de lubie de la droite pour essayer de dévoyer l'attention des problèmes économiques ou de l'inégalité des richesses. Donc, on met en avant la question de l'immigration, le désordre de l'immigration, et lui, il a fait son rapport, il est allé visiter quelques foyers, il est sorti complètement ahuri à la fois par l'état dégradé des bâtiments, en quoi il avait probablement raison, mais aussi complètement ahuri par ce qu'il voyait en tant que commerce informel, activité informelle, non-contrôle des gestionnaires de la population, de qui était habité, de qui habitait le lieu, les allers-retours, précisément cette espèce de vie foisonnante et collective qu'il y avait dans et autour des foyers, c'est quelque chose qui faisait horreur à ce monsieur-là. Donc il a proposé qu'une vingtaine de foyers soient détruits immédiatement, que le reste soit retraité, reconstruit, et qu'il y a un nouveau paradigme de logement social créé qui serait issu de ces foyers de travail immigrés et qui les remplacerait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu en 97 voté quelque chose qui s'appelle le plan de traitement des foyers de travail migrants, PTFTM. Plan de traitement. Le traitement, enfin on désinsectise, quoi. Enfin grosso modo on rend ce qui était insalubre salubre, et c'est toujours c'est piloté par une espèce de consortium interministériel de l'État qui mobilise de l'argent de l'1% patronal, qui mobilise de l'argent des gestionnaires, dans la mesure où les gestionnaires mettent leur propre argent dedans, ce qui est quand même relativement peu, des villes et des régions et de l'État pour
trouver l'argent nécessaire pour la reconstruction de ces bâtiments. Chaque reconstruction coûte, on peut dire, entre grosso modo 12 et 15 millions d'euros en moyenne, quoi. Donc, c'est quand même des sommes relativement importantes. Pour l'instant, ils ont dépensé 2,5 milliards et apparemment, pour finir le processus, qui est encore une centaine de foyers, ils prévoient de lever encore 1 milliard d'euros. Donc, c'est un processus assez cher. Alors, que les bâtiments soient reconstruits, il y a personne, y compris les résidents, qui serait contre, parce que les conditions de vie étaient très dégradées. Mais ça s'accompagne, comme le statut des résidents n'a pas bougé, comme le statut des résidents a évolué un peu, c'est-à-dire que grosso modo maintenant les résidents sont considérés comme dignes de signer un contrat, d'avoir un contrat qui soit renouvelé tacitement tous les mois, digne d'avoir des quittances en échange du paiement de leur redevance, etc. Ils ont gagné un certain nombre de droits et dignes aussi d'élire des représentants et d'avoir des discussions, des concertations, comme ils disent régulièrement avec les gestionnaires. Ils n'ont pas des statuts de locataires. Ils n'ont pas le droit des locataires. Alors, qu'est-ce que ça changerait, un statut de locataire? Le statut de locataire, ça permettrait déjà de dupliquer sa clé ou éventuellement changer la serrure de sa porte, donc garantir sa vie privée. Jean-Louis en a parlé. Un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que l'histoire que l'immigration s'est arrêtée au milieu des 70, c'est une fiction. On sait, l'immigration ne s'est pas arrêtée. Les jeunes qui arrivent, les gens qui arrivent, les primo-immigrants qui arrivent, ils cherchent les contacts avec leur famille, ils cherchent un hébergement chez leur famille. Souvent, leur famille habite dans les foyers et donc souvent, ils dorment par terre ou sur des matelas, etc., dans les chambres des foyers. Alors, dans le statut de locataire, avoir quelqu'un qui dort avec toi, si tu ne troubles pas le voisinage et si tu ne fais pas de tam-tam à 2 heures du matin dans le couloir, généralement, ça pose pas de problème. Moi, j'ai assisté à maintenant plusieurs... Ça doit être une bonne centaine de procédures d'expulsion devant le tribunal d'instance et ce qu'il a remplacé. Je n'ai jamais vu un locataire HLM chassé de son logement parce qu'il hébergeait quelqu'un. Par contre, dans les foyers, c'est interdit absolument. Vous n'avez pas le droit d'avoir quelqu'un hébergé chez toi. Sauf dans alors en 2011, ils ont reconnu qu'il y avait effectivement un peu un problème là, et ils ont ouvert une petite fenêtre, mais la petite fenêtre est tellement petite que la plupart des gens n'entrent pas dedans. Il s'agit de déclarer chez le gestionnaire la personne qu'on héberge, qu'il reste pendant 3 mois, qu'on paye un surtaxe pour compenser les fluides qu'il consomme et qu'il soit en règle vis-à-vis de l'administration française. Alors déjà, quand les gens ils arrivent, des primo-migrants, ils sont absolument pas en règle vis-à-vis de l'administration française. Oui, c'est clairement, en fait, empêcher des formes de solidarité. Voilà. Souvent familiales, etc. Voilà. Et que le statut de locataire n'est pas en soi un problème à la régularisation des sans-papiers, mais ça permet au moins aux gens de jouir de leur vie privée, de leur domicile principal et de pouvoir fermer leur porte et de pouvoir interdire quelqu'un d'autre d'entrer, sauf sous mandat de juge, quoi. Donc, il y aurait des garanties de ce processus-là. Les résidents des foyers, ils paient des charges tous les mois. Grosso modo, le redevance, c'est une sorte de package qui comprend à la fois l'équivalent loyer et les charges et une petite part prestation mobilier. Les résidents des foyers, ils ont strictement aucun moyen de contrôler ces charges. Parce que ils n'ont pas les droits des amicales des locataires ou des associations de locataires de demander des comptes à leur gestionnaire. Donc, ils payent à l'aveuglette, quoi. Enfin, est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur la situation, justement, des travailleurs immigrés retraités qui sont encore dans ces foyers? Parce que je crois que leur situation est devenue très compliquée. Leur situation est devenue très compliquée parce que quand tu es retraité, travailleur immigré retraité, tu vieillis. Enfin, c'est logique. Tu fais plus appel aux services de soins, aux services de la santé, à l'assurance maladie, et tu es contraint par des restrictions concernant le logement continu sur le foyer. Or, beaucoup de retraités, que ce soit maghrébins ou africains du Nord ou que ce soit africains de l'Est, beaucoup de retraités, en fait, ils aspirent, grosso modo, à prendre leur retraite pour l'essentiel dans le village d'origine. Donc, ils laissent leur chambre,
ils laissent la chambre à des gens qui occupent par ailleurs, qui payent à leur place, très souvent, et que ces personnes-là, à partir du moment que vous n'êtes pas personnellement dans la chambre, vous êtes susceptible d'être expulsé. À partir du moment que vous laissez votre chambre à quelqu'un qui paye à votre place, vous êtes susceptible d'être expulsé. Et à partir du moment que vous avez quelqu'un, même un membre de la famille, même votre époux ou épouse, peu importe, vous avez quelqu'un d'autre qui occupe les lieux qui n'est pas vous, vous êtes susceptible d'être expulsé. Alors, tout ça, ça existait aussi dans les anciens foyers. Dans les anciens foyers, le règlement disait, vous n'avez pas le droit d'avoir quelqu'un qui dort chez vous. Le seul problème, c'est que dans les anciens foyers, il y avait 2 facteurs qui jouaient en faveur des résidents. Premièrement, le marché pour le lit dans un ancien foyer était plutôt limité. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas travailleur immigré, généralement, ça vous intéressait pas de dormir là-dedans. Et 2, la question, les mesures restrictives n'étaient pas appliquées. Ils n'étaient pas appliqués pour la simple raison que la quasi unique préoccupation des gestionnaires, c'était d'être payés régulièrement. Donc aujourd'hui, dans ces résidences sociales, les résidences sociales sont censées être ouvertes. Ce n'est pas destiné à des travailleurs. Ce n'est pas destiné à des immigrés. C'est destiné à toute personne précaire qui, pour une raison ou une autre, a du mal à s'intégrer dans le logement de droit commun. Donc on met en concurrence différentes catégories de personnes qui ont besoin d'un logement. Voilà, tout à fait. On met en concurrence et on met en cohabitation, parfois un peu difficile, des gens qui ont besoin de dormir leur nuit, des gens qui s'en foutent de dormir leur nuit. Il y a toutes sortes de problèmes sociaux et de problèmes de cohabitation qui sont créés par ce qu'ils appellent mixité sociale. Enfin, ça m'a fait bien rigoler parce que ils utilisent à tout bout de champ le terme mixité sociale, mais c'est absolument pas une mixité sociale, c'est une mixité des pauvres. Donc, oui, c'est entre pauvres. C'est ça, oui. Donc voilà un peu la situation après transformation. Alors évidemment, ça donne des résistances. Nous avons aujourd'hui le foyer Edward Brownlee qui vient de déménager, un peu malheureusement à mon avis, mais bon, il vient de déménager après une lutte où ils ont bloqué le chantier pendant 9 mois. En exigeant que tout le monde soit pris en compte dans le relogement. Bon, ils ont gagné sur ce point-là, et en demandant un certain nombre d'autres choses, dont la question du droit de locataire, mais là, il n'en était pas question. Le rapport de force n'a pas été suffisant pour pousser Thomas à négocier sur cette question-là. Et nous avons le foyer David Siqueiros, la tour de 13 étages à Saint-Denis Université, qui est engagé dans le même processus, dans la même lutte en ce moment-là. Et on a un peu d'espoir que les résidents, ils vont résister avec un peu de détermination sur celui-là. Quels seraient, je vais te laisser souffler un petit peu, quels sont, à ton avis, à votre avis, les axes de lutte, de revendication, aussi bien du côté des foyers, mais aussi, j'ai envie de dire, des organisations syndicales et politiques, sur cette affaire? Parce que là, on voit bien que, bon, il y a des luttes foyer par foyer qui peuvent obtenir des résultats tout à fait intéressants, mais il y a bien un problème de statut, alors résident ou locataire. Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau-là? Oui, il y a des projets. Alors, évidemment, il me semble que s'il y avait quelque chose qui devait résonner chez les syndicalistes, c'est le droit des résidents à s'organiser, le droit des résidents à élire des délégués, le droit des résidents d'avoir des comités qui les représentent, et que ces comités aient des réels pouvoirs. Alors, c'est une des choses qu'on a proposé on a discuté avec Daniel Simonet, on a discuté avec Daniel Obono, on a discuté avec divers députés de la gauche parlementaire, et il y a eu une proposition de projet de proposition de loi, il faut que je mette les mots dans le bon ordre, et qui va dans ce sens-là. Et un des soucis de cette proposition de loi, c'est effectivement que les gestionnaires il y a plus de contraintes sur eux, exactement comme dans une entreprise, que si les gestionnaires n'organisent pas des élections ou n'organisent de manière publique et juste les élections, qu'il y a des sanctions, qu'ils soient sanctionnés. Deuxièmement, qu'il y a des salles collectives un peu partout, que ces salles collectives soient sous le contrôle du comité de résidents. Et troisièmement, que les résidents individuellement, ils aient le statut de locataire, ils aient le droit de la vie privée dans leur domicile principal. Voilà. Et alors toi, Jean-Louis, le syndicaliste, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Je sens que tu... Non, il y a un aspect qui est essentiel, c'est justement, c'est la liberté d'organisation et
la lutte, enfin, l'émancipation, c'est pas que le problème de quand je suis au travail, sur mon lieu de travail. Ça, c'est l'essentiel, évidemment. Mais il y a aussi ce qui va autour et les conditions de logement qui sont faites à cette catégorie de la population salariée, ouvrière. En plus, pour l'essentiel, c'est quand même des métiers qui sont des métiers difficiles par les horaires, difficiles par la charge de travail, difficiles par les conditions de travail, etc. Bon, donc déjà, il y a des problèmes au niveau du logement, dans la capacité de récupérer sa force de travail, donc les conditions dans lesquelles on vit. Ça fait partie de ça. Bon, donc en tant que syndicaliste, on est obligé de s'y intéresser. On est obligé. L'autre aspect, c'est celui dont on a beaucoup parlé dans l'émission là, c'est l'aspect justement de la liberté d'organisation et de l'autonomie qu'on a pour pouvoir s'exprimer. Et donc la lutte contre le contrôle social et le fait d'isoler, d'individualiser, de nouveau, y compris sur son logement, de pas avoir de droit, de pas avoir le droit à la parole, de pas avoir le droit même de contrôler ses charges, comme tu le disais. Bon, ben ça, d'une part, c'est une discrimination par rapport à l'ensemble de la population et le reste du monde du travail. Bon, clairement, mais c'est un moyen de pression qui est terrible. Voilà, aussi parce que pour pouvoir assurer ton travail, il faut quand même que tu aies un minimum de possibilités de savoir où tu dors et dans quelles conditions tu dors. Voilà, c'est aussi basique que ça, quoi. Voilà. Bon, et ça, c'est n'importe quel salarié. T'as du boulot, t'as un logement, quoi. Enfin, t'as un logement, c'est pas si automatique que ça, mais tu le recherches et ça fait partie de tes conditions d'existence essentielles. Et là, c'est quelque chose qui est quand même nié, y compris aujourd'hui avec l'évolution de ce que disait Michael, c'est-à-dire avec le fait que y a cette concurrence des pauvretés et une sorte de concurrence des miséreux. Alors en plus, c'est pas forcément des miséreux parce que les gens travaillent, oui. Mais de discrimination parce que c'est l'immigration, parce que c'est des populations qu'on veut pas accueillir, bon voilà quoi. Donc ça fait partie pour des syndicalistes, ça doit être aussi une des préoccupations constantes pour l'unité de nos combats quoi. Allez, un dernier mot, Michael, et puis après Jean-Louis, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. On vous remercie d'avoir organisé cette émission et de donner un peu la possibilité à ce souci d'être diffusé, d'être discuté, de répondre. On essaie, en ce moment, on est en train d'essayer de contacter les différentes équipes municipales, les différents députés pour effectivement faire en sorte à ce que la question apparaisse sur le radar politique française. Et toi, Jean-Louis ? Moi, je voudrais juste réinsister justement sur ce que dit Michael tout à l'heure, sur l'importance d'obtenir une égalité des droits. Donc, une égalité, nous, on se bat pour l'égalité des droits au travail, avec ou sans papier. On se bat aussi pour l'égalité des droits, de la totalité des droits de citoyens. Et donc, un des droits essentiels, c'est un logement digne avec des conditions qui permettent d'exercer son droit de là où on habite. Et donc, le droit d'avoir un statut de locataire, ça nous paraît essentiel. Oui, alors écoutez, merci donc Michael et Jean-Louis. Merci à Franck qui est toujours là sur la technique et qui gère mon temps et mes émotions. Et puis, je rappelle quand même qu'il y a pas mal d'articles parus dans Respublica. Il y a aussi une autre émission de radio qu'on avait fait avec les travailleurs sans papier qui est disponible en podcast. Donc, puis soyons tous présents à chaque fois que c'est possible quand il y a une mobilisation. Merci.